Salut, mon nom est Philippe Sauce 5 mars. Alors, pour ceux que c'est la première fois, bienvenue à mon émission PSCM. Alors, une émission toute simple. On regarde ce qui se passe sur Internet et on commente l'actualité. Donc, merci à tous encore une fois de m'avoir suivi. Comme vous savez, j'ai démarré ma page Facebook. Je vous dirais à chaque fois, c'est tout le temps un petit peu inquiétant parce qu'on passe des mois, voire des années à peaufiner des algorithmes. Pour ma part, sur une page personnelle. Et là, quand on commence une page Facebook, on a l'impression un petit peu de recommencer à zéro. Là. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi là, que ce vidéo-là, je le poste en premier, je le publie en premier sur Facebook. Comme vous savez, les deux autres, je les avais publiés sur YouTube. C'est sûr que l'intégration des vidéos YouTube sur Facebook, elle est un petit peu restreinte, étant donné que Facebook veut qu'on poste prioritairement des vidéos sur sa plateforme à lui. Puis ça fait en sorte que quand on fait des vidéos YouTube et on essaie de les publier sur Facebook, disons que l'attractivité du vidéo est moins là. En même temps, chaque plateforme a comme leurs avantages. Quand on priorise en plus, admettons, la plateforme Facebook, on a du monde qui disent publier aussi sur YouTube. Quand on priorise juste YouTube, le monde dit prioriser Facebook. Donc, je vous dirais, le problème là-dedans, c'est au niveau du transfert du vidéo parce que ça prend quand même, parfois, là, dépendant du vidéo, quelques heures pour transférer. Donc, au bout du compte, ça devient un petit peu difficile d'uploader, dans le fond, des vidéos sur deux plateformes en même temps. Mais en tout cas, je vais regarder un petit peu c'est quoi la réponse. Il y a aussi le fait que les vues ne sont pas calculées de la même manière sur Facebook et YouTube. Donc, ça fait en sorte que, en tout cas, je vais voir en fonction de cette vidéo-là. Je vais voir comment je vais fonctionner. Vous vous rappelez cette élue dont on avait vanté le fait qu'elle était la première femme voilée au Congrès américain? Donc, oui, il y a une grosse controverse, une polémique autour d'elle dans les derniers jours. En premier lieu, on va aller voir comment ça a été couvert ici. Donc, par ici, une chercheure de la chaire Raoul anti-Trump d'Endurant qui est allée commenter au 98.5 FM. Qui fait une couverture quand même assez raisonnable de la situation, mais qui, à mon avis, met de côté certains éléments qu'on va voir par la suite. Ilhan Omar, une jeune femme de 37 ans qui est née à Mogadiscio, qui a réussi à se faire élire lors des dernières élections, qui est maintenant la cible des Républicains. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Oui, c'est dans la vague des femmes, des nouvelles femmes qui sont au Congrès américain là, des dernières élections de mi-mandat. Ilhan Omar, d'origine donc somalienne. On la compare un peu à Alexandria Ocasio-Cortez dans le sens où elle fait beaucoup parler d'elle et elle brasse des choses, même si c'est une nouvelle représentante démocrate. Bon, tout d'abord, on la connaît parce qu'elle a dû s'excuser pour des propos qui ont été interprétés comme antisémites. Elle avait parlé du lobby juif qui contrôlait aux États-Unis. Et là, maintenant, la cible des républicains et du président, on dit qu'elle n'est pas assez américaine, qu'elle est anti-juif, qu'elle est irrespectueuse parce que dans un discours, on a sorti un extrait qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Elle dit « Il y a des gens qui ont fait quelque chose et nous, aujourd'hui, les musulmans, on est des citoyens de seconde classe. » Et là, ces gens ont fait quelque chose, c'est des gens qui ont fait l'attaque du 11 septembre. Donc, bref, elle limite son interprétation à des gens qui ont fait quelque chose, etc., sous-entendu des Juifs. L'affaire, c'est qu'avec Ilhan Omar, il n'y a pas seulement eu ça. Et je crois que c'est important d'aller voir le reste des vidéos parce que là, les médias québécois ou canadiens, on dirait qu'ils nous présentent simplement l'espèce de... en fait, c'est la version démocrate qu'on nous présente encore une fois, mais on va aller voir un peu Ilhan Omar. Elle me fait penser un peu à Dalila Awada, version américaine, je vous dirais. Dalila Awada qui serait élue en plus, ça serait quand même à donner des frissons dans le dos. Alors, moi, le vidéo qui m'a le plus troublé, je vous dirais, cette semaine, et c'est celui, en fait, qui a mis le plus le feu aux poudres. C'est pas celui simplement par rapport au 11 septembre, des gens ont fait quelque chose. C'est celui où elle parle de comment ses professeurs à l'université parlaient d'Al-Qaïda. Donc, on va regarder ça ensemble. I remember when I was in college, I took a terrorism class. And is that a such thing? Yeah, there was. So you go out, there is a lab for that? There was a class that you... Do you go to a lab? No, go out a field trip? We learned the ideology of... I'm glad you do that. And so it was the thing that was interesting in the class was every time the professor said Al-Qaeda, he sort of like his shoulders went up and, you know... Yeah, he's in command here. Al-Qaeda, you know, Hasbullah. He's an expert.
J'ai comme l'impression qu'il y a comme un insight que je comprends pas ou dont je fais pas partie. Je sais pas, est-ce que c'est votre impression aussi? Ou... En fait, c'est ça qui trouble les gens. Ce qu'on voit actuellement, c'est Ilhan Omar qui est sur un plateau de télévision avec un autre, sur un plateau de télévision avec un autre musulman. Et les deux rient qu'il y ait des classes sur le terrorisme et ils se moquent de ça et ils disent « Oh, ils parlent d'Al-Qaïda comme si c'était quelque chose d'épeurant. » Gang, c'est quelque chose d'épeurant, Al-Qaïda. Et là, ce qu'on voit, c'est Ilhan Omar qui rit de ça comme si c'était une espèce de petit inside entre musulmans. Donc, je suis désolé, mais je peux comprendre que la société américaine est complètement révoltée par ça. Et en fait, il y en a beaucoup qui demandent à ce qu'elle démissionne de son poste au Congrès. Dans le fond, ce que cette vidéo-là disait, c'était juste « Oh, look at all these white people that are afraid of us Muslims ». C'est ça que ça voulait dire. Donc, il y a quand même des raisons d'être critiquée par rapport à ça. Elle est une élue américaine et elle ne serait pas censée faire dans cette espèce de communautarisme crasse-là. Mais écoutez, Ilhan Omar est clairement pas naïve. Elle est très consciente des controverses qu'elle crée. Elle a commenté la chose en s'adressant, ça semble être une espèce d'association musulmane américaine. Et elle parle en parfait islamiste et avec cette espèce de sérénité et ce calme et nous fait la morale comme quoi c'est l'islam la voie de l'avenir et la voie de la justice. It is not about how others make us feel. It is what we tell ourselves that we are worthy. So when you know as a Muslim that advancing justice is very inherent in you, when you know as a Muslim, our faith's initial foundations were built by a prophet who was vilified, had stones and fruit and all kind of things thrown at him, a prophet who had to make a pilgrimage and leave his home, then you know that when Ilhan is facing some controversy, that is not something to be afraid of. We might be headed to the promised land. You know, Ilhan. Just shut the fuck. Bon, maintenant, un petit peu dans la même catégorie. Hein, on est toujours dans la catégorie femmes voilées. On dirait qu'il y a une espèce de corrélation entre les femmes voilées et les problèmes et les controverses. C'est étrange, hein? On se demande bien d'où ça vient, tout ça. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de Shamima Begum, en tout cas, qui était cette demandeur d'asile qui avait rejoint l'État islamique et là, qui revenait de l'État islamique. Et là, ça avait démarré tout ce débat dans le fond, au Royaume-Uni, à savoir est-ce qu'on doit retirer la nationalité des djihadistes partis, et en particulier pour les femmes djihadistes, hein, parce qu'au bout du compte, on aurait tendance à avoir un peu plus de sympathie pour les femmes de djihadistes. Or, il semblerait qu'il y avait des femmes qui exerçaient quand même des positions et qui étaient assez cruelles elles-mêmes au sein de l'État islamique. Hein, certaines femmes faisaient partie de la police de la morale, se promenaient avec des AK-47 et, dans le fond, faisaient des rondes dans les rues pour s'assurer que les gens respectaient les lois de l'État islamique. Il semblerait que Shamima Begum en était une. Donc ici, c'est l'imam Tawhidi qui parle. Jeremy Corbyn and other traitors raised to defend the rights of Shamima. Now ISIS victims have come to testify that she was a well-trained ISIS police officer and was a cruel enforcer in ISIS morality police. Je vous conseille vraiment de suivre Imam Tawhidi. En fait, c'est un imam chiite, je crois, réformiste. Et je vous dirais, suivre sa page, c'est vraiment un soulagement à bien des égards. Tawhidi se gêne pas pour critiquer tout ce qu'il a à critiquer de sa propre religion. Il pousse le plus possible pour qu'il y ait des réformes qui soient faites et que, dans le fond, l'islam puisse arriver au 21e siècle. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir sa page. C'est vraiment intéressant ce qu'il poste. Et il est un petit peu troll aussi. Il fait des bonnes blagues souvent. Donc, tant qu'à être dans l'islamisme, aussi bien continuer dans cette lancée-là. Vous avez sûrement vu passer cette publication Facebook de Xavier Camus, ce cher Xavier Camus. Qu'est-ce qu'on ferait si on ne l'avait pas? Donc, en même temps, il semble que les frères musulmans s'adaptent souvent aux pays dans lesquels ils sont. Ils ne sont pas dangereux au Canada, mais les islamophobes tentent de nous faire croire qu'ils le sont et font une fixation. Écoute, on voit toute la naïveté de la gauche dans ce commentaire-là. C'est absolument ahurissant parce qu'écoutez, les frères musulmans, officiellement, c'est vrai que les frères musulmans n'acceptent pas la violence. Les frères musulmans sont des islamistes
néanmoins, ils sont des islamistes assumés et qui disent au bout du compte qu'il faut s'investir dans les sphères politiques. Donc, on parle littéralement d'islamistes qui disent on ne va pas faire d'actes de violence, on ne va pas aller dans le terrorisme, mais il est clair qu'on va tenter d'infiltrer le plus d'institutions possible pour éventuellement faire advenir un système islamiste. C'est l'objectif assumé des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est juste que c'est ça, c'est des musulmans qui privilégient la voie, dans le fond, de l'action civique. Donc, ils vont faire des œuvres de charité, ils vont faire des campagnes politiques. Au bout du compte, c'est ça reste des islamistes, mais au bout du compte, c'est juste une vision, disons, du djihad de très soft power. C'est juste, on va faire une propagande de islamiste et on va essayer le plus possible de mettre de l'avant l'islam partout où on le peut. Et donc, bref, au bout du compte, on se retrouve dans le même schéma islamiste traditionnel et les frères musulmans ne sont pas naïfs non plus. Ils savent très bien que certains autres vont aller dans les extrêmes et il y a plein de connivences terroristes dans les rangs des frères musulmans. Donc, Xavier Camus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il essaye de prouver avec ça. Est-ce qu'il essaye de prouver l'islamo-gauchisme primaire de la gauche régressive? Je crois que poser la question, c'est y répondre. Maintenant, dans le grand bal des délires intersectionnels, encore un autre. On en a à chaque jour. C'est assez, je veux dire, en termes de production de contenu, ces gens-là sont magnifiques. Merci à vous, merci à vous. Alors, après une pièce à la Sorbonne, parce que oui, il y avait eu la pièce d'Eschyle plus tôt la semaine passée, la pièce d'Eschyle qui avait été censurée. Vous savez, le théâtre grec, c'est très ritualisé. Hein? Il y a vraiment des manières de faire. Il y a des dithyrambes, des chœurs, en quelque sorte, qui interviennent dans la pièce à tout moment. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais je sais que c'est assez étrange comme principe. Alors, si vous voyez des gros masques noirs, oui, c'est peut-être pour représenter des Africains, des étrangers, mais au bout du compte, c'est déjà tellement bizarre, le théâtre grec, selon nos compréhensions de ce qu'est le théâtre, que de vraiment vouloir aller s'ingérer dans ne plus utiliser les masques. Alors, est-ce qu'on utilise encore tout le procédé habituel avec les dithyrambes, etc.? Non, on pourrait très bien réinterpréter les pièces. Je ne sais pas comment dire. À partir du moment où on veut interpréter des classiques, c'est absolument ridicule de vouloir ingérer une espèce de police de la morale. Une pièce vieille de 2000 ans, à un moment donné, je pense que les antiracistes doivent peut-être se calmer les nerfs un peu. Là. Donc ça ne s'arrête pas là. Cette fois-ci, c'est Toutankhamon qu'ils veulent interdire parce que là, les antiracistes considèrent Toutankhamon probablement raciste, néocolonial, etc. Donc, on va aller voir. Donc, c'est ça. Des membres d'associations dites antiracistes de la Ligue de défense noire africaine s'attaquent désormais à l'exposition. La supposée origine africaine de Toutankhamon, volontairement niée par les égyptologues européens. Commissaire en charge. C'est pire que je pensais, gang. C'est pire que je pensais. What the Je pensais que c'était simplement une critique parce que vous savez que c'est pendant l'époque coloniale qu'il y a des chercheurs qui sont allés dans les pays, majoritairement du Moyen-Orient, pour aller chercher tous les trésors dans le fond, de l'Égypte ancienne, de la Mésopotamie, etc. Et je croyais que c'était une simple critique pour dire redonner ces œuvres-là à ces pays-là. Une critique que je trouve ridicule parce qu'au bout du compte, ces pays-là n'ont manifestement jamais fait d'effort pour préserver leur œuvre si ce n'était pas d'un apport extérieur et de l'amour pour l'histoire qu'avaient les Européens. C'est les Européens au 19e siècle qui sont allés chercher ça dans le désert parce que les peuples musulmans n'en avaient rien à foutre. C'est ça, à la base, la raison pourquoi on les a pris. Et là, maintenant, ils réalisent que ça a de la valeur et ils voudraient qu'on leur redonne à un moment donné. Vous comprenez? Moi, je trouve ça un petit peu ridicule de vouloir redonner des œuvres à des pays qui, au bout du compte, ont à des sociétés qui ont été la raison pourquoi ces œuvres-là ont été en ruine. Mais c'est pire, parce que là, au bout du compte, c'est, vous savez, l'espèce de mythe de We Was King mythe. C'est un meme. C'est juste, c'est aussi absurde. C'est pire qu'un mythe, c'est un meme. C'est même pas... C'est cette croyance que l'Égypte ancienne était en fait dirigée par des Noirs et que c'était des Noirs. C'était le Wakanda. Essentiellement, là, dans l'imaginaire antiraciste, l'Égypte ancienne, c'était le Wakanda. Il y a eu des dynasties numides, je pense. Numides. Est-ce que c'était numide ou... En tout cas, le pays couchite. Des dynasties couchites, peut-être. Ou en tout cas...
Vraiment, dans le Soudan actuel, des fois, il y avait des alternances entre les dynasties. Dans l'histoire égyptienne, les dynasties égyptiennes, c'est très complexe. Il y a vraiment, c'est des milliers d'années d'histoire. Et il y a eu des alternances, des fois, avec la Haute-Égypte et encore plus loin, dans le fond, sur le Nil, c'est ça, le pays de Couche, où il y a eu, oui, des Noirs dans les dynasties égyptiennes, mais de là à dire que l'entièreté de l'histoire égyptienne est caractérisée par des dynasties qui étaient vraiment d'apparence, pardonnez l'expression congoïde, je suis désolé, mais c'est faux. Donc, on est encore dans la même logique. On se rappelle de la pièce slave qui avait été annulée, la pièce de Robert Lepage, qui est tout en lien avec les Premières Nations. Et je le disais déjà à l'époque, je disais à l'époque aux gens, il n'y a pas de négociation à avoir, il n'y a pas de débat à avoir. Si on commence à négocier, si on commence à faire des compromis, ces gens-là ne s'arrêteront pas. Et on le voit, ça continue à chaque jour. Il y a une nouvelle tentative de censure. Et donc, c'est pour ça qu'à la base, moi, j'étais très ferme et je pense qu'il faut encore l'être. Il faut vraiment jamais ne laisser ces gens-là gagner parce qu'au bout du compte, ça ne repose sur rien. Ça repose sur un meme dans le cas actuel. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Ou encore non à la spoliation de l'histoire africaine. Les pharaons n'étaient pas blancs. OK, all right.